Eh bien, bonjour à tous. Je dois tenir ce micro-ci pour être certain que les gens en ligne m'entendent et en espérant qu'ils m'entendent bien. Je vais avoir la confirmation du coin à gauche ici. Aujourd'hui, il me fait grand plaisir de vous présenter très brièvement Félix, aussi mon collègue au département de mathématiques. Félix fait une présentation d'un peu ce qu'il fait comme chercheur, comment un peu son profil de chercheur. Donc, l'introduire, ça fait que j'ai très peu de choses à vous dire. Mais ce que je vais faire, je vais quand même faire un bref résumé. Félix est professeur agrégé au département de mathématiques. Et donc, récemment chercheur ici au Centre de recherche Le Vieillissement. Il est aussi co-directeur co-directeur du groupe de recherche, du GRIS, du groupe de recherche interdisciplinaire en informatique de la santé, puis il est directeur du Centre de consultation statistique de l'Université de Sherbrooke. Pour ce qu'il fait, je suis sûr qu'il va vous en expliquer beaucoup plus en détail que ce que je vais vous dire, mais il s'intéresse au développement de méthodes et à l'ajustement de modèles statistiques à partir de données distribuées. Si vous voulez savoir c'est quoi exactement, mais je vais laisser vous le présenter. Donc, sur ce, bien, Félix, je te laisse la parole. Merci, Guillaume. Là, j'ai fait la tentative avec le micro. Là. Je ne sais pas si je vais me retrouver à parler comme ça pendant toute la présentation, mais si jamais il y en a qui entendent mal, là, je ne sais pas, peut-être ils te feront signe, puis je le déplacerai. On essaiera autre chose. Donc, ça me fait plaisir d'être ici pour parler un peu de mes travaux, des travaux qu'on fait au GRI. Bon, là, le GRI, GRIS, les deux prononciations sont acceptées. Hein? Fait que c'est le groupe de recherche interdisciplinaire en informatique de la santé. Une de nos grandes thématiques de recherche au GRI, bon, je vais dire GRI, mais des fois, je dis GRIS aussi, c'est d'essayer de trouver des solutions pour pouvoir analyser les données efficacement dans un contexte où les données de santé sont souvent stockées à différents endroits. Sont collectées par les hôpitaux, les CLSC, mais aussi les données de santé, ça regroupe autre chose. Par exemple, les données médico-administratives qui se retrouvent à l'Institut de la statistique du Québec. Ou des données, par exemple, des données de cohorte dans le cadre de recherche qui se trouvent, par exemple, au Centre de recherche sur le vieillissement, comme la cohorte nuage. C'est toutes des sources de données qui sont confidentielles, en ce sens qu'on ne peut pas juste les diffuser comme ça. Puis si on veut faire l'analyse croisée de ces données-là, ou soit combiner des sources, bien, il faut trouver des solutions pour pouvoir les analyser en faisant en sorte que les données restent à l'endroit où elles sont entreposées. Ça, c'est en gros ce dont je vais vous parler, mais surtout l'aspect statistique. Au GRI, il y a toutes sortes d'expertises, des informaticiens, médecins, médecins, philosophes. Je ne sais pas pourquoi je ris. Aussi des avocats. Fait que, tu sais, c'est assez diversifié. Donc, moi, mon expertise, c'est vraiment la statistique. Fait que je vais aborder ce sujet-là de façon statistique, mais pour d'autres aspects, vous vous référez à d'autres manches. Donc, la prémisse de où je pars, c'est les données provenant de plusieurs sources. Bon, dans le fond, essentiellement, c'est que ce qu'on constate, c'est que les besoins en recherche en ce moment, ils nécessitent de combiner ou de croiser des données qui proviennent de plusieurs sources. Puis là, je vais essayer de faire la distinction entre les deux pour que ce soit relativement clair. Fait que, par exemple, on pourrait vouloir combiner des sources de données pour pouvoir aller chercher différentes sous-populations, des données qui seraient des données qui seraient hébergées dans différentes institutions pour, par exemple, essayer de développer des résultats qui soient plus généralisables à des plus grands ensembles. Par exemple, si je veux étudier la durée d'hospitalisation de la COVID-19 au Canada, si je veux brosser un portrait de ça à travers le Canada, bien, je peux vouloir utiliser des données qui sont hébergées dans des centres comme ICS, BC Pub Data, en Colombie-Britannique, le Alberta Health Services. Mais au Canada, on ne peut pas centraliser les données. On peut pas, les données médico-administratives ne peuvent pas traverser les frontières des provinces. Donc, si je veux ajuster ici, ce dont on parle, c'est essayer d'ajuster un modèle statistique global qui combine ces sources de données-là, mais dans un contexte où on ne peut pas faire comme on
comme on fait traditionnellement quand on fait, mettons, une méta-analyse basée sur les données individuelles de quelques études, c'est-à-dire demander à tout le monde de nous envoyer leurs études par courriel, puis de créer un fichier Excel unique, etc. Fait qu'on ne peut pas faire ça dans ce cas-ci. De un, les données sont très volumineuses, mais justement à cause de contraintes légales dans ce cas-ci, mais on ne peut pas les centraliser sur un même fichier. Puis un autre cas, fait que ça, c'est ce que j'appelle la complémenter des sources de données. Donc, on prend des données d'individus qui sont hébergés dans différents endroits avec un paquet de variables. Puis pour d'autres individus dont les données sont hébergées dans d'autres sources, bien, je vais retrouver essentiellement les mêmes variables, mais c'est encore une fois l'uniformisation de la définition de chacune des variables. C'est un sujet relativement complexe. Ici, dans le cadre d'une statisticien, on suppose déjà que tout ce processus-là d'uniformisation a déjà été réalisé. Bon, bref. Puis l'autre type d'étude dont je vais parler, c'est quand on croise des sources de données. Okay? Donc, supposons que je veux donc croiser des sources de données, ça implique de complémenter, si on veut, des variables pour les mêmes individus, mais des variables qui auraient été collectées par différentes institutions. Un exemple, si je veux faire des analyses nutritionnelles, puis si je veux, par exemple, quand je fais dans l'étude du vieillissement, je cherche à vérifier quels sont les facteurs qui sont susceptibles d'influencer les habitudes alimentaires dans le cours de vieillissement. Bien, une chose que je pourrais vouloir faire éventuellement, c'est croiser les données de la cohorte nuage, qui sont hébergées ici au Centre de recherche sur le vieillissement, avec celles de l'Institut de la statistique du Québec, par exemple, pour croiser les données de la cohorte, qui incluent, par exemple, des rappels de 24 heures, etc., avec des données sur la consommation de soins, qui sont à l'ISQ. Donc, ce type d'analyse-là implique des données des individus de la cohorte qui sont hébergés ici au centre de recherche, avec ces données de ces mêmes individus-là qui sont hébergés à un autre endroit, soit à l'ISQ. Dans le premier cas, c'est comme on avait des individus différents dans différentes institutions, mais pour les mêmes variables. Dans l'autre cas, c'est qu'on a les mêmes individus, des données des mêmes individus qui sont dans deux institutions différentes. Bien, les deux institutions, ils sont responsables d'héberger les données de différentes variables, comme consommation de soins, puis des données sur la nutrition et tout ce qu'on retrouve dans cette riche cohorte qu'est Nuage. Donc, la contrainte ici, c'est que souvent, si je veux faire ce type d'analyse-là, je ne peux pas centraliser les données sur un même serveur pour en faire l'analyse, comme on fait typiquement quand on veut faire un modèle statistique qui combine ce genre d'études-là. Donc là, le défi qu'on a, c'est qu'on veut faire des analyses statistiques à partir de données qu'on dit distribuées, c'est-à-dire que les données se retrouvent stockées à différents endroits, mais sans les centraliser parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. Okay? Mais quand je dis on veut faire des analyses statistiques, ce n'est pas juste que je veux faire un tableau avec des moyennes variances de chacune des variables, mais ce que je veux faire essentiellement, c'est que je veux ajuster un modèle statistique en utilisant des données qui sont hébergées sur différents serveurs, mais sans les centraliser au même endroit. Okay? Ça, c'est le défi que l'on aborde dans le cadre de nos travaux. Donc, il y a un domaine de la statistique qui s'intéresse à ça, puis ça s'appelle l'analyse statistique distribuée, c'est original. Donc, on définit ça comme l'ensemble des méthodes qui permettent de réaliser des procédures statistiques sur des données réparties sur plusieurs serveurs. Okay? Donc, c'est un peu ça s'insère dans le contexte que j'ai parlé, qu'on appelle des données distribuées, okay? Sans qu'il soit nécessaire de les centraliser. Okay? Donc, l'analyse distribuée, c'est comme, ces méthodes-là, ça fonctionne par partage de statistiques sommaires. Okay? Mettons dans le premier cas, pensez à la méta-analyse. Donc, quand on fait une méta-analyse qui n'est pas nécessairement basée sur les données individuelles des personnes, ce qu'on fait, c'est qu'on demande essentiellement si chacune des études avait ajusté un modèle de régression linéaire avec un certain coefficient, par exemple, est-ce que lequel est associé à l'occurrence d'un cancer, puis il y a eu des différentes études à travers le monde sur ça. Mais là, il y a un coefficient dans le modèle statistique pour consommation de kale. Puis là, si on veut, on va demander à chacune des études, on va prendre de chacune des études la valeur de ce coefficient-là.
puis à l'aide de techniques qui sont développées dans le cadre du domaine des méta-analyses, mais on va combiner les estimés des différentes études. Okay? Donc ça, c'est comme on peut voir ça comme le partage de statistiques sommaires pour estimer un modèle global. Donc, un modèle qui prendra en compte les résultats qu'ont obtenus différentes études. Et ouais, l'analyse statistique, c'est plus large. L'analyse statistique distribuée, c'est plus large que la méta-analyse, parce qu'il va y avoir d'autres techniques pour combiner pour ajuster un modèle statistique global à partir de données qui sont sur différents serveurs, qui dépassent celle du cadre de juste demander à chacun des sites de faire un modèle global, puis de partager son modèle global à un modèle central qui va juste les agréger. Okay? Il peut avoir, par exemple, un processus itératif. Et bref, on va aborder ça un peu plus loin. Donc là, vous remarquez ici aussi que dans la définition de l'analyse statistique distribuée, donc, on dit que c'est des méthodes qui peuvent réaliser des procédures statistiques sans qu'il soit nécessaire de les centraliser, mais ce n'est pas dit que c'est un domaine de la statistique qui concerne précisément celui où les données n'ont pas le droit d'être centralisées. Okay? C'est un domaine qui a d'abord, pour la statistique, qui a d'abord été introduit pour répondre à l'enjeu des très, très grosses sources de données qui sont tellement volumineuses que c'est impossible d'ajuster un modèle statistique, même sur un Unix serveur, pour des raisons computationnelles. Donc, le volume des données est beaucoup trop grand, on ne peut pas utiliser une procédure pour l'analyse faire un modèle de régression logistique à partir de ça parce que les algorithmes ne roulent pas, il y a trop de données. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils répartissent aléatoirement les données sur différents serveurs. Puis là, après ça, à partir de ça, ils demandent à chacun des serveurs d'effectuer des calculs locaux. Puis là, il y a une procédure pour ajuster le modèle global basé sur les calculs locaux. Okay? C'est un contexte qui est complètement différent de celui de la santé. Parce qu'en santé, en général, on n'a pas trop de contrôle sur la répartition des individus dans les différents systèmes de soins. Donc ça, il va y avoir des particularités qui sont propres à l'analyse distribuée, qui vont être propres au contexte de l'application en santé et qu'on aborde dans le cadre de nos travaux. Il y a un domaine connexe que vous avez peut-être déjà entendu parler, l'apprentissage distribué fédéré. Donc, j'ai parlé d'analyse statistique distribuée. Là, ici, je parle d'apprentissage distribué. Donc, c'est quoi de l'apprentissage distribué? Bien, c'est un peu similaire, sauf que, dans le fond, les questions de recherche principales vont être un peu différentes. Donc, là, c'est quoi l'apprentissage distribué? C'est l'ajustement de modèles d'apprentissage automatique à partir de données distribuées. Bon, des fois, on entend aussi d'intelligence artificielle. Donc, ça fonctionne essentiellement de la même façon, mais le but va être un peu différent. Donc, souvent en apprentissage automatique versus en inférence statistique, en apprentissage automatique, on va être plus tourné vers la prédiction. Okay? Donc, on va essayer d'ajuster un modèle qui va nous permettre de prédire au mieux l'occurrence de quelque chose basé sur des caractéristiques d'un individu. Okay? Donc, par exemple, il y a un individu qui se présente il y a 30 ans, je veux prédire s'il y a la COVID-19 ou pas. Et donc, je veux ajuster un modèle de prédiction pour répondre à ça. Donc, ça, c'est ce qui rentre un peu dans le cadre de l'apprentissage automatique. En statistique, on est plutôt dans un contexte de ce qu'on appelle la modélisation explicative. Donc, on cherche à comprendre les relations, la distribution entre les variables. Okay? Donc, le fait que l'objectif de recherche est fondamentalement différent va amener à développer des méthodes d'estimation de paramètres puis de prise en compte qui vont être différents dans les deux domaines. Donc, c'est pour ça que des fois, ces deux domaines qui utilisent parfois des modèles communs, mais qui vont les utiliser avec des objectifs différents. Fait que les outils qu'ils vont utiliser pour les traiter vont être différents aussi. Fait que c'est pour ça que les deux, souvent, ils nécessitent d'être étudiés un peu séparément. Puis moi, vraiment, mes travaux se concentrent sur la statistique inférentielle, fait que le domaine de la modélisation explicative. Donc, comprendre les interrelations entre les variables, puis décrire le lien entre leurs différentes distributions. Puis si jamais vous vous intéressez à en savoir plus sur la différence entre prédiction puis inférence, je vous invite à aller lire cet article-là, To Explain or to Predict. C'est un article qui est relativement vieux, mais il est très cité. Puis effectivement, ça peut être une bonne lecture, puis c'est relativement, même si c'est dans Statistical Science, c'est relativement vulgarisé. Donc voilà.
Je suis en panne. Donc, peut-être ça marche avec ça. Ça marche avec ça. Je peux y aller avec la flèche. Donc là, on va commencer à y aller technique avec, on va, tu sais, je vous ai parlé qu'il y avait différents types de contextes en analyse distribuée. Bon, typiquement, conceptuellement, on en distingue deux. Le cadre où les données vont être, on dit, horizontalement partitionnées, puis le cadre où les données vont être verticalement partitionnées. Puis je ne pourrais pas dire c'est quoi l'origine de ces deux appellations-là, mais on peut les illustrer relativement facilement avec ce bon vieux tableur Excel. Donc, typiquement, quand on centralise les données, on met les individus en ligne comme ça, puis on met les variables en colonne. Okay? Donc, ça, c'est comme ça qu'on fait. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà fait des analyses statistiques, mais souvent, c'est souvent comme ça que ça se retrouve. Le contexte des données horizontalement partitionnées, c'est qu'on va séparer horizontalement le fichier Excel. On va séparer le fichier Excel horizontalement. Okay? Donc, il va y avoir différents individus qui vont se trouver. Les données de différents individus vont se retrouver dans une source. Les données d'autres individus vont se retrouver dans une autre source. Mais chacune des sources va posséder l'information sur toutes les variables à l'étude, mais pour un ensemble distinct d'individus. Okay? Le type donc la partition horizontale des données, mais c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on partitionne, on coupe. Vertical, c'est ça, oui. On sépare le tableur Excel de manière verticale, comme ça. Fait qu'il va y avoir des variables qui vont se retrouver dans une source. Pensez, par exemple, aux données de nuages. Puis d'autres variables qui vont se retrouver dans une autre source. Pensez, par exemple, à l'Institut de la statistique du Québec. Donc, on a fait des travaux, on s'est intéressé aux deux cadres. Donc, on développe des travaux qui s'insèrent dans ces deux cadres-là. Puis, je vais vous parler un peu de ce qu'on a fait pour le cadre horizontal. Donc, essentiellement, quand on a commencé à travailler là-dessus, on s'est vite rendu compte que, en fait, l'analyse statistique distribuée, c'était un domaine qui avait évolué dans toutes sortes de directions, puis stimulé beaucoup par l'analyse de données massives. Mais il y avait certains articles qui présentaient spécifiquement des applications en santé. Puis là, on s'est posé la question, est-ce qu'on est capable de prendre un pas de recul puis voir qu'est-ce qui est applicable, en fait, au domaine de la santé. Puis là, on a réfléchi, qu'est-ce que ça veut dire applicable. Puis un des éléments qui en est ressorti, c'est être donc une méthode pour être applicable en santé, mais il ne faut pas qu'elle repose sur trop d'hypothèses fortes sur la distribution des données entre chacun des sites. Parce qu'en santé, typiquement, si on veut combiner des sources de données, il y a des chances que ces sources de données-là, ils recueillent des données de patients avec des profils légèrement différents. Okay? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par faire une revue de la littérature sur toutes les méthodes qui existaient. Puis après ça, on a regardé, de ces méthodes-là, lesquelles seraient applicables au domaine de la santé. Donc, traite cette espèce d'hétérogénéité-là. Puis, celles qui ne sont pas applicables, on a regardé si c'était possible de les adapter pour les rendre applicables. Ça, c'est essentiellement ce qu'on a fait pour cette revue-là. Donc, on a recensé des articles. La majorité des articles qu'on a retrouvés, c'était des articles qui présentaient des méthodes qui avaient été développées dans le cadre des données massives. Fait qu'avec cette espèce d'hypothèse-là on retrouve essentiellement des données de distribution identiques dans chacun des sites, alors que c'était une hypothèse qui est peu réaliste dans le domaine de la santé. Dans le fond, on a aussi classifié les méthodes qu'on retrouvait par rapport à, par exemple, leur mode de fonctionnement. Donc, quand on dit, là, j'ai parlé d'échanges statistiques sommaires, je n'ai pas encore parlé j'ai parlé un peu, mais pas tant que ça encore, sur comment dans le fond, combien d'échanges. Parce que ça a quand même un impact important sur leur applicabilité. En contexte où, par exemple, nous, on travaille avec la Plateforme canadienne des données de santé, dont un des mandats, c'est de faciliter la recherche qui combine différentes sources de données au Canada qui ne peuvent être centralisées. Puis, à la plateforme canadienne, souvent, les partenaires qui travaillent avec la plateforme, il y en a plusieurs qui vont requérir une revue manuelle des quantités qui sont échangées
qui sortent de l'établissement qui détient les données. OK? Donc, par exemple, ça veut dire que concrètement, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il regarde. Donc, si j'ai une analyse distribuée qui nécessite de calculer, par exemple, des moyennes, variances, etc. d'un site, puis après ça, des envoyer à un autre site, mais il y a quelqu'un qu'il faut qu'il regarde. C'est quoi ces quantités-là, etc. Donc, s'il y a trop de communication entre les sites, bien, ça va être un frein à l'applicabilité de la méthode. Tu sais, les gens vont se dire, bien, tu sais, à un moment donné, ça va être trop long. Donc, on a regardé, donc on a classé un peu, on a classé les méthodes selon leur mode de communication, j'ai envie de dire. Fait qu'il y a des méthodes donc, typiquement, les maisons, c'est les détenteurs de données. Puis ça ici, c'est ce que la littérature appelle un serveur central. Fait que c'est souvent, ça peut être un des sites, mais ça peut être une entité autre qui coordonne, si on veut, le processus d'exécution d'une méthode statistique. Okay? Il y en a qui nécessitent juste l'envoi d'un ensemble de quantités au serveur central pour émettre les résultats finaux. Okay? Fait que ça, c'est l'exemple de type méta-analyse. On demande, par exemple, chacune des études de sortir un ensemble d'estimés, puis là, ils sont envoyés au serveur central qui les combine, c'est terminé. Il y a d'autres méthodes qui nécessitent un premier ensemble, puis après ça, ils font une couple d'itérations entre le serveur central et les sites avant de produire le résultat. Il y en a d'autres avec des schémas un peu plus complexes. Okay. Mais bref, ça se retrouve dans la littérature. Puis dans nos travaux, alors, on était naïfs. À l'époque, on s'intéressait surtout aux aspects mécaniques. Okay? Donc, comment ça marche, les échanges, etc., les modèles. Bon. Fait que, on n'a pas trop regardé la confidentialité. Mais par la suite, on s'est intéressé au cadre vertical, notamment parce qu'on était motivé par différentes applications de croiser, si on veut, des sources de données de différentes institutions. Puis, mais le problème est un peu plus complexe dans le cadre vertical que dans le cadre horizontal. Puis juste pour illustrer, c'est un peu technique pourquoi c'est plus complexe, mais juste pour illustrer. Donc, dans le cadre horizontal, tu sais, typiquement, on a des données d'un sous-ensemble d'individus, mais pour toutes les variables. Fait que, tu sais, conceptuellement, c'est comme si on pouvait ajuster un modèle statistique local dans chacun des sites pour avoir une espèce d'idée de c'est quoi la relation entre les variables. Chaque site peut ajuster localement un modèle statistique pour avoir une idée de ce qui se passe. Puis après ça, il y a juste à envoyer quelque chose, puis le serveur central a combiné, puis des fois, il peut y avoir des itérations. Mais tandis qu'en vertical, bien, il y a juste un site qui va avoir la variable de réponse. C'est si on fait un modèle de régression. Puis, fait qu'il n'y a aucun site qui est capable d'ajuster le modèle complet. Parce que les variables ils se retrouvent. Ils ne peuvent même pas calculer la corrélation entre. Tu sais, il y a plusieurs sites qui ne peuvent pas calculer la corrélation entre leur prédicteur et leur variable de réponse. Okay? Parce qu'il y a des sites qui vont juste avoir des variables de prédicteurs. Typiquement, quand on fait un modèle de régression, on a une variable réponse puis un paquet de prédicteurs. Fait que ça, c'est le défi en vertical. Fait que ça, le fait que c'est comme plus compliqué, mais ça va nécessiter une complexité, tu sais, ça va induire une espèce de complexité, puis cette complexité-là, elle est contournée de deux façons dans la littérature. Une des façons, c'est d'augmenter le nombre de communications entre les sites pour ajuster le modèle statistique. Puis l'autre façon, c'est de transmettre plus d'informations en même temps. Okay? Fait que là, c'est là que l'enjeu de la confidentialité devient plus important, parce que là, on transmet plus d'informations. Donc, il faut s'assurer qu'on n'en transmet pas trop pour que si on transmet de l'information, bien, la personne à qui on la transmet, à un moment donné, elle n'a pas suffisamment d'informations pour reconstruire les données initiales que détenait un site. On s'est intéressé, entre autres, avant de se lancer, bien, en se lançant, on s'est intéressé à justement à cause de cette espèce d'interrelation entre confidentialité, efficience dans la communication. Qu'est-ce que ça prend en fait pour qu'une méthode soit applicable en pratique? Tu sais, dans la littérature, on retrouve souvent, il y a un article qui va présenter une méthode applicable à un cadre, puis tu sais, qui va nécessiter tant de communication. Mais tu sais, dans une perspective globale,
c'est difficile de voir est-ce qu'elle va être plus applicable, moins applicable qu'une autre méthode qui demande de partage plus d'informations, etc. Donc, on s'est dit, qu'est-ce que ça prend pour qu'une méthode soit applicable en pratique? Puis là, on a identifié 3 critères. Le premier critère, c'est la comparabilité avec l'approche de référence en centralisé. Donc, supposons que vous voulez faire un modèle de régression logistique en croisant des données de nuages avec celles de l'ISQ. Bien, vous voulez que quand vous utilisez une approche que vous sortez du domaine de l'analyse statistique distribuée, bien, vous voulez que cette approche-là elle vous donne des estimés de coefficients qui soient comparables à ceux que vous auriez obtenus si vous aviez pu centraliser les données au même endroit. Pourquoi? Bien, c'est parce que, bon, vous attendiez un modèle de régression logistique. Vous ne voulez pas nécessairement changer de modèle. Vous ne voulez pas dire, bon, la régression logistique, c'est compliqué, fait qu'on va faire un autre type de régression, comme la régression exacte, qui demande de tout binariser les variables, fait que de perdre un peu d'informations, etc. Fait que ça, le critère de comparabilité, c'est comme un critère central dans l'applicabilité d'une méthode. Il faut que cette méthode-là réponde à un besoin pratique. Puis il faut qu'elle puisse donner des estimations de paramètres qui sont comparables avec l'approche de référence en centralisé. Deuxième critère, la confidentialité. Fait que ça, c'est un petit peu vague. Fait que nous, les critères, comme la façon. En statistique, on fait de la magie. Fait que la façon qu'on voit la confidentialité, nous, c'est assez simple, en fait. C'est qu'on se dit, bien, par l'exécution de l'algorithme, quand quelqu'un exécute l'algorithme, est-ce qu'une partie non autorisée, à un moment donné, va être capable de reconstruire les données individuelles d'un autre site à un moment donné de l'algorithme? Donc, ça, c'est le critère qu'on utilise. Donc, on dit des fois, c'est la réidentification des données individuelles. Puis le troisième critère, fait que ça, il faut que ce soit, pour que ce soit applicable au domaine de la santé, il faut que ce critère-là soit satisfait. OK? Alors que c'est, bon, je vais en parler tantôt, mais c'est assez peu étudié pour l'instant. Puis le troisième critère, c'est la compatibilité opérationnelle. Fait que ça, c'est, mettons qu'on dit qu'on a une méthode qui préserve la comparabilité, qui préserve la confidentialité. La compatibilité opérationnelle, c'est est-ce qu'une organisation qui souhaite déployer cette méthode-là va avoir les ressources pour le faire? Si elle demande un nombre astronomique de communication, puis qu'on n'a pas d'infrastructure qui pourrait, par exemple, semi-automatiser la procédure, bien, la méthode ne sera pas applicable. Okay? Donc, on va, là, j'ai parlé de régression logistique, on va poursuivre sur la régression logistique. C'est comme si j'avais préparé les slides. Donc, supposons que quand on a commencé à regarder le domaine de l'analyse verticale, donc on regardait, bon, la régression logistique, c'est un modèle qui est assez standard en santé. Là, on le retrouve pas mal partout. On s'est demandé, bon, est-ce que c'est possible de faire une régression logistique en verticale? Puis plus précisément, par faire une régression logistique, c'est-à-dire, est-ce que c'est possible d'estimer les paramètres puis de faire de l'inférence, c'est-à-dire soit faire des tests d'hypothèse ou calculer des intervalles de confiance sur les paramètres du modèle. Puis là, on a regardé la littérature puis on a identifié 2 approches. Okay? La première approche, c'est celle-là, bon, c'est pas une vieille affaire, c'est 2010, mais quand même, ça date. Ça repose sur un schéma de communication que j'illustre comme ça ici. Fait que là, j'ai mis 2 flèches, mais en réalité, il faudrait mettre un nombre beaucoup plus grand de flèches entre les sites ici parce que c'est une approche qui fonctionne par, on appelle le sécurisé, multipartite. Puis ça, en fait, à chaque fois qu'on fait une opération, par exemple une somme, un produit matriciel, etc., il faut faire des échanges 2 à 2 avec des sites pour s'assurer que, dans le fond, pour s'assurer de faire un produit de manière à ne pas révéler l'une ou l'autre des données. À chaque fois, mettons dans la méthode d'estimation de la régression, bien, il y a beaucoup de produits, de sommes, etc. Fait qu'à chaque fois, il faut faire une communication avec au moins un site. Ça demande un très grand nombre de communications. Par contre, ça donne les mêmes estimés. Donc, si on exécute la procédure complètement, ça donne les mêmes estimés que ceux qu'on aurait obtenus si on avait centralisé les données. Fait que, satisfait le critère de comparabilité. Compatibilité opérationnelle, bon, il y a plusieurs personnes qui ont dit que ce n'était pas applicable.
La confidentialité, je n'ai pas coché parce que ils mentionnent dans leur article qu'il y a un risque de fuite de données à partir de leur algorithme. Mais c'est vraiment, ils disent eux-mêmes que c'est vraiment difficile à évaluer parce qu'il y a tellement de communication que c'est difficile de mathématiquement voir si avec toutes les quantités qui sont partagées, il est possible ou non de reconstruire les données individuelles. Mais ils n'excluent pas la possibilité. Mais on voit qu'ils ont mis le secure ici avec des guillemets. Donc, je n'ai pas modifié le titre. Tout ça, c'est vraiment leur titre. La deuxième approche qu'on a identifiée, c'est une approche qui combinait deux choses. Un modèle qui avait été publié dans le Grand Jamia, donc qui est une revue phare de l'informatique de la santé. Donc, qui proposait l'ajustement de paramètres de régression logistique. Puis là, après ça, un sous-groupe des auteurs avait proposé une variante qui proposait de calculer des intervalles de confiance. Donc, on faisait l'exécution de celle-là, puis on rajoutait une ronde d'itération pour calculer les intervalles de confiance. Puis là, je vous ai mis les schémas de communication, là, essentiellement. Donc, pour la première, on avait le même schéma qu'on avait vu tantôt, c'est-à-dire, les sites partagent des quantités à un serveur central, puis après ça, il y a une espèce de procédure itérative ici pour ajouter les paramètres. Puis ensuite, pour les intervalles de confiance, bien là, on a une espèce de procédure, ils appellent ça pair à pair. C'est un peu la même chose qu'on avait vu dans le schéma du calcul sécurisé multipartite pour calculer les intervalles de confiance, mais il y a juste une ronde comme ça qui est effectuée. Fait ils disent, bon, c'est mieux en termes computationnels que l'autre. Fait que voilà ce qu'il en était pour cette méthode-là. Un bémol sur cette méthode-là, c'est que pour que cette méthode-là opère, il faut que chacun des sites ait accès à la variable de réponse. Okay? Fait qu'il faut que la variable de réponse soit partageable à chacun des sites. Ce qui peut être un enjeu dans certaines études. Par exemple, si la variable de réponse, c'est comme quelque chose de sensible. Je sais que vous avez probablement en tête des exemples de données sensibles que vous ne voudriez pas nécessairement que l'endroit qui détient cette information la partage allègrement à d'autres sites. Il y avait un autre problème, en fait, c'est que quand on a commencé à regarder cette méthode-là, mais on s'est rendu compte qu'en exécutant la procédure pour calculer les intervalles de confiance, bien, il était possible pour le serveur central de reconstruire exactement les données individuelles de chacun des sources. En utilisant juste l'algorithme qu'il faisait, notre groupe a montré qu'on pouvait reconstruire les données individuelles de chacun des sources. Même si à la base, l'algorithme fonctionnait de manière distribuée, c'est-à-dire on faisait juste partager les quantités, des statistiques sommaires entre les sites pour ajouter le modèle global, mais par la combinaison des quantités qui étaient échangées, on a montré que le serveur central, à un moment donné, à la fin de l'exécution, il est capable de reconstruire les données individuelles de chacun des sites. Okay? Ça ne marche pas, ça. Exact. Là, si je reprends mes trois critères, donc eux, ils satisfaisaient le critère de comparabilité, mais ils ne satisfaisaient pas le critère de confidentialité. Ça ne sert à rien d'aller voir ça ne sert à rien qu'il soit plus efficace que l'autre d'avant parce qu'il ne préserve pas la confidentialité. Il n'est pas applicable au domaine de la santé. Nous, quand on a regardé cette méthode-là, on s'est dit, bon, est-ce que en fait, j'ai mentionné un problème, il y avait un autre problème. Il y avait un problème, donc j'ai parlé, il y avait un problème de reconstruction des données individuelles quand on roulait la procédure pour calculer les intervalles de confiance. Mais il y avait aussi un problème avec juste le bout de base, là, pour juste l'ajustement des paramètres, donc les paramètres sans le calcul d'intervalle de confiance, dans le module Jamia qu'on appelle chez nous. Donc, dans ce module-là, il y avait un problème. En fait, quand on roulait tout ce module-là, le serveur central était capable de reconstruire les données individuelles binaires des sites, des sites qui en détenaient. Fait que s'il y avait un site qui avait un prédicteur qui était binaire, bien, le serveur central était capable de reconstruire exactement sa colonne dans le tableur Excel. Okay? Il n'était pas capable de reconstruire les données continues, mais pour toutes les variables binaires, s'il y en avait, le serveur central était capable de les reconstruire.
Fait que nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit, bon, en passant, on a amélioré un peu le processus de communication parce qu'il faisait trop de communication pour rien. Puis on a dit, ben peut-être faudrait plus utiliser le module intervalle de confiance parce que ça mène à des fuites de données. Mais si vous êtes quand même prêt à partager votre variable de réponse, ben, vous pouvez utiliser le premier module qui est celui d'ajustement des paramètres, mais pas avec des données binaires. Okay? Donc, c'est ça qu'on a dit essentiellement. Bon, on a fait un peu d'autres choses, mais je ne rentrerai pas dans ces détails. Donc, bon, là, ici, pour la variante qu'on a suggérée dans cet article-là, on avait déjà commencé à regarder la confidentialité. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le crochet un petit peu à côté. C'est qu'on avait déjà, on avait déjà regardé la confidentialité. On avait déjà établi, en fait, que mathématiquement, il n'était pas possible quand certaines conditions de déploiement caractéristiques de déploiement étaient rencontrées. Par exemple, si chacun des sites avait au moins, exemple, 3 prédicteurs continus, mais alors il était impossible de reconstruire les données individuelles. Okay? Donc, on avait déjà étudié ça, mais on n'a pas discuté de ça dans ce papier-là. Okay? Là où on a commencé à... Donc, en fait, un des enseignements qu'on a tiré de cette recherche, mais qu'on se doutait, mais ça nous a vraiment conforté dans notre doute, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que le caractère distribué d'un algorithme n'est pas garant de la protection de la confidentialité des données. Donc, ce n'est pas parce qu'on utilise un algorithme distribué qu'au terme de son exécution ou pendant son exécution, il ne sera pas possible pour une partie de reconstruire des données individuelles. La preuve, ben, c'est une illustration, mais ça avait déjà été aussi illustré dans un modèle de Cox ailleurs, dans un autre article, dans le cadre horizontal. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement soutenu par tous les groupes, en fait, que distribuer n'égale pas confidentialité. Puis là, si jamais vous ne me croyez pas, j'ai mis quelques citations. Par exemple, dans Jamia, ici, ils définissent clairement que pour eux, un algorithme est ce qu'on appelle en anglais privacy preserving si l'algorithme ne requiert pas le partage des données individuelles. Donc, dès lors que l'algorithme s'opère de manière distribuée, pour eux, il est privacy preserving. Donc, ça, c'est la première citation. La deuxième, ici, ils mentionnent, bon, ils disent que leur algorithme, il préserve la privacy, mais ils mentionnent que c'est difficile de faire cette notion-là précis parce que c'est difficile d'obtenir des garanties mathématiques. Donc, l'algorithme, il préserve la confidentialité, mais au fond, on n'a pas de garantie qu'il le fait. C'est essentiellement ce qui était mentionné. Fait que nous, on s'est attardé précisément à ça ici, c'est-à-dire essayer de... Bon, en fait, c'est ça. On s'est posé la question, qu'est-ce que c'est une garantie de la protection de la confidentialité? C'est ce qu'on a essayé de faire. On a essayé de préciser qu'est-ce que c'était cette notion-là de confidentialité. Nous, ce qu'on a dit, bon, j'ai déjà mentionné que pour nous, la confidentialité, c'était qu'une partie, durant l'exécution de procédure, ne peut pas reconstruire les données individuelles d'une autre partie. Qu'est-ce que ça veut dire reconstruire les données individuelles? Donc, ça, c'est la question. Si, par exemple, il est capable de reconstruire, de trouver toutes les variables sauf une, vous allez me dire, techniquement, il n'est pas capable de reconstruire l'ensemble des données, mais il est capable de reconstruire pas mal de données. Avec nous, en fait, la définition qu'on s'est dotée, puis qui est une définition relativement mathématique, c'est pour ça que ça nous donne un cadre de travail sur lequel on peut, après ça, faire du chemin, c'est qu'on s'est dit, bien, en fait, on va dire qu'un algorithme, il préserve la confidentialité. Si pour chacune des entrées du tableur Excel, comme ça, bien, par l'exécution de l'algorithme, j'ai au moins, avec les quantités que va disposer un site, va avoir accès à un site durant l'exécution de l'algorithme, des quantités qui proviennent d'un site, mettons ce site-là, mais si j'ai au moins 2 jeux de données pour lesquels la valeur de cette entrée-là est différente, puis qui sont cohérentes avec les statistiques sommaires qui sont échangées. Okay? Fait que, essentiellement, les quantités qui sortent du site, ils auraient pu être calculées avec le jeu de données source, mais aussi avec un autre jeu de données où l'entrée ici est différente. Et ça pour toutes les entrées. Okay? Donc, il faut qu'essentiellement, pour chacune des entrées ici, j'ai au moins 2 possibilités
qui matchent avec les quantités qui sortent du site. Okay? Fait que ça, c'est la façon dont on a vu la confidentialité. Puis après ça, ben, on a commencé à, si on veut, opérer cette définition-là dans le cadre de la régression logistique. Donc, comme on a vu, bon, il y avait les algorithmes qui avaient été proposés, soit il y avait trop de communication, soit ils ne préservaient pas la confidentialité. Fait que nous, ici, on a fait une méthode pour la régression logistique qui ne nécessitait pas de partager la variable de réponse. Fait que déjà, ça, c'était un plus dans la littérature. Mais on l'a fait dans un cadre qui permettait de garantir, sous certaines conditions, la préservation de la confidentialité suivant la définition que j'ai montrée plus haut. C'est-à-dire, il est impossible de rétro-ingénierer les données individuelles à partir des quantités qui sont partagées par chacun des sites. OK? Puis notre méthode, là, j'ai mis le schéma de communication. Ici, il est relativement simple, en fait. Il y a juste un aller-retour de communication entre les sites qui détiennent des covariables, puis le serveur central ici, que nous, ici, le serveur central, on l'a désigné comme étant le nœud de réponse, parce que cette façon de procéder-là faisait en sorte qu'il y avait beaucoup moins d'enjeux au niveau de la gestion de la confidentialité pour la variable de réponse. Bon, ici, j'ai illustré de qu'est-ce qu'on a fait, mais c'est un peu technique de comment on a réalisé cette chose-là, mais on l'a fait. Puis on a fait les mathématiques, puis pour vous montrer, je pense que j'ai mis un tableau avec des mathématiques ici. On dit que dans toutes les présentations mathématiques, il faut qu'il y ait au moins une équation. Hein. Moi, je n'ai pas mis d'équation, mais j'ai mis un tableau avec des quantités, avec des symboles. Fait que juste pour vous prouver. Mais fait que voilà, en fait, c'est ça. Donc, j'ai déjà mentionné que ça demandait juste une ronde de communication, ce qui le rend compatible, en fait, avec la plupart des applications auxquelles on pense, parce que ça veut dire que j'ai juste besoin de demander aux sites qui détiennent des covariables de calculer une affaire à partir de leurs données, de l'envoyer, par exemple, de manière sécurisée au nœud de réponse, qui, lui, calcule d'autres choses à partir de ses données à lui, puis des quantités agrégées. Puis ensuite, il repartage des quantités qui va permettre au nœud de covariable de calculer les estimés finaux, soit les estimations des paramètres, puis les intervalles de confiance. Okay? Fait que c'est très peu de communication, préserve la confidentialité, puis ça donne des résultats qui sont comparables avec ceux de la régression logistique centralisée. En fait, c'est ça. Dans la littérature, on qualifie une méthode de lossless, donc sans perte, si on veut, si elle produit des quantités qui sont équivalentes à ceux qu'on obtient en mode centralisé. Un des trucs là, j'ai mentionné ici de quoi ça dépendait. Donc, en fait, quand j'ai dit sous certaines conditions, les conditions qu'on étudie, c'est-à-dire s'il y a un site qui dispose d'une seule covariable, bien, ça protège un petit peu moins la confidentialité que si elle a plus de covariables. Donc, plus on a de covariables, plus ça protège la confidentialité. Mais puis ça dépend aussi de la taille de l'échantillon puis de la nature binaire continue des variables. Mais bon, ça, c'est un peu... Donc, ce qui est à retenir, c'est qu'il est possible d'étudier des cadres sous lesquels on peut émettre des garanties de protection contre le risque de rétro-ingénierie des données individuelles. Un des trucs qu'on a compris dans ce travail-là, c'est que c'est possible, en fait, de faire des méthodes distribuées avec des garanties de confidentialité. Puis cette notion-là de confidentialité, on se demandait comment elle va être perçue par la communauté. Puis peu après qu'on a rendu disponible ce travail-là, il y a eu par exemple des échanges avec Statistique Canada qui nous ont confirmé que pour eux, c'était une vue de la protection de la vie privée qui était cohérente qui est cohérente avec la manière dont eux, ils l'apercevaient. Ce qui nous confirmait un peu qu'on était dans la bonne voie. Une autre chose qu'on a réalisé avec ce travail-là, c'est que c'est beaucoup plus facile d'étudier la confidentialité
de manière mathématique, donc de pouvoir faire des garanties, si on avait une méthode qui avait un faible coût, qui avait un faible nombre d'échanges de communication. Pourquoi? Parce que si tu as un nombre limité d'échanges entre les sites, c'est plus facile mathématiquement de tout traîner. Dans le fond, essentiellement, qu'est-ce qu'on fait, nous? C'est qu'on construit des systèmes d'équations pour lesquels les inconnus sont les données individuelles, puis on regarde si ces systèmes d'équations-là admettent une unique solution ou plusieurs solutions. Donc, si ces systèmes-là admettent plusieurs solutions, bien, on est correct. Ça veut dire que, rappelez-vous l'espèce de diapo où j'avais 2 jeux de données, bien, ça veut dire qu'on a 2 choix possibles pour chacune des variables. S'il y a une unique solution, bien là, après ça, on dit qu'il y a un risque. Okay? Ces systèmes-là, ça se peut qu'ils soient faciles à résoudre, ça se peut qu'ils soient difficiles à résoudre. Dans le cas de Vertigo qu'on a présenté, c'était très facile à résoudre. Okay? On pouvait le faire en quelques millisecondes. Mais il y a d'autres, par exemple, dans l'algorithme Valoris, il y a des cadres qu'on a identifiés comme ayant potentiellement une unique solution, mais qu'on se doute bien que la difficulté computationnelle à trouver cette solution-là est vraiment très grande. Okay? Mais ça, on n'a pas encore regardé cet aspect-là. Donc, comment intégrer l'aspect computationnel dans la qualification de la préservation de la confidentialité? C'est un autre sujet qu'on n'a pas encore abordé. Donc, les prochaines étapes, bien là, on a des idées sur comment, on ne s'intéresse pas juste au modèle de régression logistique dans la vie. Fait là, on a d'autres idées sur comment étendre ça sur d'autres types de modèles qui sont utilisés en pratique. Linéaire, Coq, etc. On veut, je viens de mentionner qu'on cherche à étendre la façon de qualifier la confidentialité d'une méthode, notamment en intégrant comme des espèces de niveaux, dont un qui traite de la difficulté computationnelle de résoudre les espèces de systèmes d'équations dont je vous ai parlé. Puis les critères de compatibilité opérationnelle. Les déploiements envisagés, mais j'ai donné plusieurs exemples avec Nuage depuis le début. Bien, en fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut permettre de déployer ici une première plateforme d'analyse distribuée à partir de données verticalement partitionnées qui implique les données de la cohorte Nuage dans le cadre d'un projet pilote avec l'Institut de la statistique du Québec, où on va vraiment essayer de faire fonctionner nos méthodes dans un cadre qui utilise des infrastructures de connexion qui sont développées par notre projet. Et aussi dans le cadre de projets avec le réseau de recherche et les données du Canada, puis Statistique Canada, dont j'ai parlé un peu. Donc là, je termine en disant qu'il y a plein d'autres considérations que je n'ai pas abordées dans la présentation, comme l'harmonisation des données. Nous, en statistique, on part du principe que les données ont été harmonisées, qui est un terme qui veut dire, par exemple, que la définition des variables dans chacun des sites est bien cohérente aux besoins de l'analyse. Ça, c'est vraiment... C'est une grosse hypothèse, mais au GRI, on travaille sur des solutions pour faciliter, je dis on, ça exclut la personne qui parle, mais pour faciliter en fait le processus d'harmonisation, puis l'automatiser d'une certaine façon, puis automatiser aussi les extractions, puis s'assurer que les échanges de quantités se font de manière sécuritaire entre les sites. Donc voilà, je conclus en vous remerciant de votre écoute. Donc, s'il y a des questions, soit dans la salle ou en ligne, il y a plein de questions. On va commencer par en arrière. Oh, je peux prendre. Bien, premièrement, merci pour la présentation. Très intéressant. Vous avez parlé d'ouverture avec Statistique Canada sur l'appréciation, puis qui disait que la confidentialité était respectée. Comment vous envisagez communiquer avec Statistique Canada quand tout leur système est fermé? Parce que je travaille à Statistique Canada et tout est fermé. Pour avoir accès aux données, il faut que tu sois physiquement dans le local. Tu ne peux pas être à distance. Comment on envisage ça? Et en fait, c'est une bonne question, mais dans le cadre de Statistique Canada, nous, on est vraiment des consultants. En fait, c'est un projet entre Statistique Canada puis le réseau de recherche et les données de santé, où ils veulent croiser des données du recensement avec des données de la Colombie-Britannique.
Puis, fait que je pense que mais je ne vais pas m'avancer sur comment ils vont faire ça, mais nous, en fait, ce qu'on a discuté avec eux, c'est qu'on on a discuté avec leur équipe de méthodologistes. Puis, en fait, ce qu'ils voulaient s'assurer avec nous, c'est que notre méthode préservait effectivement la confidentialité. Fait qu'eux, ils ont passé en revue notre méthode, puis après ça, ils nous ont posé des questions, on a eu des échanges techniques. Ils ont regardé nos tableaux avec des symboles, ils nous ont posé des questions sur nos tableaux avec des symboles. Mais après ça, ils ont donné le feu vert à notre méthode qu'on a développée pour le projet pilote. Mais en tant que tel, ce n'est pas nous qui allons faire l'analyse. L'ensemble des méthodes sont disponibles en ligne. C'est du code R. On a parlé à Claudia Saint-Martin de votre côté. Puis en fait, étant donné que le code R est disponible, StatScan va télécharger le code, le faire rouler. Puis après, les échanges se font par courriel, si on veut. Il y a quelqu'un, un StatScan, qui va envoyer un courriel à la Colombie-Britannique et vice-versa. Ça va. Oui, hein, je suis très fière de toi. Merci, Félix, pour la présentation. À chaque fois que je t'écoute, j'apprends encore et encore. Puis, dans la dernière année, tu m'as fait apprendre beaucoup. Ça arrive-tu des cas où tu vas avoir de la partition horizontale et verticale pour répondre à une même problématique? Puis, est-ce que dans ce contexte-là, ce que vous développez est applicable? Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, bien, je pense que ça peut arriver. Puis je pense que de ce que j'ai compris des échanges avec Statistique Canada, c'est un cadre qu'ils envisagent. Mais nous, on n'est pas exactement rendu à ce niveau-là. En principe, dans le fond, la technique qu'on utilise pour développer ces méthodes-là va nous permettre de construire des méthodes qui vont être adaptées au cadre dont tu parles. Mais actuellement, est-ce qu'on a un code pour ce cas-là? Non. Je me demandais s'il y a comme un nombre maximum de covariables ou c'est quoi l'applicabilité d'avoir différentes variables. Puis aussi, si ça fonctionne pour des modèles où il y a potentiellement plus que une variable de réponse, comme je pense, mettons, aux méthodes omiques où on regarde un profil d'expression au complet, fait que c'est pas juste une variable de réponse. Oui. Bien, en fait, il n'y a pas de limite pour les. Bon, par exemple, pour les méthodes qu'on est en train de développer, il n'y a pas de limite en termes de covariables. Par contre, la complexité d'exécution de l'algorithme, c'est le frein limitant, c'est la gestion de la mémoire. Okay? Fait que ça, mais jusqu'à maintenant, les algorithmes, en fait, je n'entrerai pas dans les détails, mais fait que le facteur limitant, c'est la taille de l'échantillon, fait que le nombre d'individus. Peu importe le nombre de variables, la méthode roule bien. Puis le deuxième volet de ta question, c'était pour des variables de réponse multiples. Donc, en fait, en principe, le point de départ, c'est un modèle statistique, mais plus précisément, parce que les modèles statistiques sont généralement estimés avec des procédures d'optimisation. Là, dans le fond, l'analyse distribuée, c'est comme on utilise des techniques d'optimisation distribuée pour résoudre un problème d'analyse distribuée. Fait que celui, dans le fond, on change la fonction objective. Fait que, dans le fond, on n'a pas encore traité ce genre de modèle-là. Puis c'est vraiment, on commence à avoir une intuition sur quel genre de problèmes vont être vont pouvoir résoudre facilement avec des techniques similaires à celles qu'on a employées ou d'autres que là, ça ne va pas fonctionner de la même façon. Bref. À voir. Oui. Oh, pardon. Merci pour la présentation. J'étais curieux de savoir, je sais qu'il y a des nouveaux outils qui ont été développés pour avoir des avatars de données. Puis j'étais curieux de t'entendre à savoir si ça vient compétitionner ou appuyer un peu les modèles que vous avez en ce moment. Bien, en fait, c'est une bonne question. En fait, quels sont les objectifs des avatars? Moi, je peux parler des objectifs de nos méthodes, en fait. Une question qu'on peut se poser, c'est est-il nécessaire de bruiter les données pour effectuer une analyse de données non centralisables?
Fait que nous, ce qu'on montre dans un travail comme ça, c'est que non, il n'est pas nécessaire de bruiter les données pour analyser des données non centralisables à partir d'une approche comme la régression logistique. Bon, on sait que cette approche-là, elle va être réplicable à d'autres modèles comme Linéaire, Cox, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire avec des données avatars? Là, je ne suis pas dans le... dans le fond, c'est une question d'objectif, mais est-ce qu'on serait obligé d'utiliser des données bruitées dans ce cadre-là pour préserver la confidentialité? La réponse, c'est non. Dans le fond, d'ajouter du bruit, on fait juste dégrader la qualité des estimés. C'est ça. C'est une question d'objectif. Parce qu'on a vu, tu as vu avec les stations de Félix et Copréval, il y a du monde qui ont dit ah, mais mathématiquement, c'est pas possible. Puis, vu que Félix est un gars extrêmement brillant, qui ne prend pas de nom souvent, moi, je pense pas. Pendant que les gens ont lu ça, ils ont dit ah, ben, vu que mathématiquement, c'est pas possible, on va bruiter parce que c'est la seule façon de faire. Mais, je sais pas, le monde ne savait pas que Félix existait. Fait que, il a montré que ça se faisait. Fait que la question est bonne, mais l'avatarisation, souvent, c'est parce qu'ils disent on n'est pas capable de montrer qu'on peut prouver que c'est safe. Et Félix Cabaret est bon. Une dernière question avant de se laisser. Non? Oui. Ah ben tiens. Est-ce que ça, c'est avec les capacités actuelles, mais avec le développement de nouvelles capacités d'analyse, est-ce que vos algorithmes vont toffer à long terme ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui va trouver une façon de reconstituer les données malgré le traitement que vous faites entre elles? Non, parce que dans le fond, c'est une garantie mathématique. OK. Dans le fond, la façon dont on a traité la confidentialité dans ce travail-là, c'est une approche très mathématique. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe, pour chacune des entrées de données, est-ce qu'il existe un jeu de données alternatif au jeu de données initial qui fit avec toutes les quantités qui sont partagées, donc qui est cohérent avec tout ça. Donc, est-ce que l'analyse aurait pu être roulée de la même façon, de produire des résultats identiques avec un jeu de données autre que celui qui a été utilisé? Si la réponse est oui, ça veut dire qu'on a préservation de la confidentialité. Parce que dans le fond, je ne peux pas déterminer si le jeu de données A ou le jeu de données B a été utilisé pour produire les estimés finaux. Donc, si on voit juste les estimés, mais on ne peut pas revenir en arrière parce qu'il y a deux possibilités qui sont indiscernables. Au moins deux. Au moins deux, c'est ça. Ça a souvent tendance à se vendre à court. Puis, a priori, c'est que dans plusieurs circonstances, il a été capable de démontrer qu'il y a une infinité de jeux de données qui pourraient faire les estimés. Fait que là, rendu là, Il n'y a pas de souci. Choisis-en un dans l'infinité. Je pense que...